monde, Normand Baillargeon, le pavé. Donc Normand, il y a un micro là-bas avec un fil, tu peux prendre la parole à tout moment. Non, Normand, cette table ronde est la tienne. Alors, au niveau des figures de style, alors la langue de bois, ce qu'on appelle la langue de bois, qu'on se mette d'accord sur un truc, c'est un langage que nous n'utilisons pas dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que quand vous allez acheter du pain, vous ne demandez pas une structure panée, d'accord. Quand vous invitez des potes à la maison, vous ne leur proposez pas de faire une soirée de lien social, d'accord. Donc ce langage est un langage très particulier qui structure nos relations avec les institutions, nos relations professionnelles et le discours politique, évidemment. C'est-à-dire, on voit bien quand Sarkozy ose nous parler de croissance négative, d'accord, soit il nous prend pour des lapins de 3 semaines, d'accord, soit il y a une stratégie derrière et il sait qu'elle fonctionne. Bon. Et donc on va s'intéresser à ce langage-là, d'accord. Ok. Bon. Je connais pas de terme scientifique pour langue de bois. Je sais que la langue de bois, dans d'autres pays, on appelle ça la langue de coton. Au Canada, je sais pas comment vous dites. Langue de bois. Vous dites la langue de bois aussi. Il y avait quand même un philosophe qui s'appelait Marcuse, qui avait travaillé ces questions et qui avait lui proposé une expression. Il parlait des concepts opérationnels. Je vous explique l'astuce, c'est que pour un philosophe, un concept, c'est ce qui sert à penser une situation, penser un problème, d'accord? C'est un concept. Un concept opérationnel, pour Marcuse, c'est un mot qui sert à agir sans pouvoir penser ce qu'on met en œuvre. Un concept opérationnel, par exemple, je vous en donne un tout de suite, le développement local, d'accord? C'est une connerie totale, d'accord? C'est-à-dire que ça a l'air d'être un concept, vous allez l'utiliser en ayant l'impression que ça veut dire quelque chose, en réalité vous êtes incapable de mettre rien derrière ça, mais en même temps vous allez rentrer dans des logiques que le pouvoir vous demande de mettre en œuvre et vous allez le faire, d'accord. L'insertion par exemple, c'est un concept opérationnel, d'accord. C'est en plus, comment ils disent les sociologues, un énoncé performatif, putain. L'insertion, c'est complètement crétin, ce mot, d'accord. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans la société, d'autres qui sont en dehors, d'accord. Même un clodo sous un pont, il est dans la société, d'accord. Simplement, l'insertion laisserait entendre qu'il y aurait des moyens de s'y prendre qui permettraient à des gens de revenir dans le truc, donc il y aurait des politiques d'insertion, donc moi je serais agent d'insertion. Donc le simple fait d'accepter d'utiliser ce mot, d'accord, se met à faire exister l'insertion. Et puis, à la fin, il y a plein d'agents d'insertion, des missions locales pour l'insertion, d'accord, parce que nous avons accepté d'utiliser cette ânerie, d'accord. Bon. Donc, Marcuse appelait ça des concepts opérationnels. Je vous rappelle que Marcuse, pour ceux qui ont connu la guerre de 68, je ne sais pas s'il y en a ici, pas des masses. On est 2. Tu leur raconteras. Marcuse est ce philosophe qui en 68 nous prévient que nous sommes en train de vivre dans le monde la toute dernière critique efficace du capitalisme. En 68. 68, ça a pété dans tout le monde capitaliste, pas seulement en France. En France, c'est là où ça a été le plus cool. En fait, il y a eu des morts en Allemagne, aux États-Unis, au Mexique, au Japon, ça a pété fort dans tout le monde développé. 68, c'est une grande vague anticapitaliste. Et Marcuse, à ce moment-là, nous prévient, nous dit attention, nous sommes en train de vivre la dernière critique efficace du capitalisme. C'est-à-dire que Marcuse, son hypothèse, c'est qu'il y aura d'autres critiques, bien sûr, mais elles seront totalement inefficaces. Et notamment parce qu'on est en train de nous opérer une révolution dans l'ordre du langage qui fait qu'on nous enlève tous les mots qui nous permettaient de nommer négativement le capitalisme, d'accord, et notamment tous les mots du vocabulaire marxiste, évidemment, et qu'on les remplace par des mots qui le désignent positivement. Et donc, quand le capitalisme s'appelle développement, on est baisé. Du coup, il y en a même qui voudraient que ça soit durable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, c'est impossible de penser négativement le développement. C'est pas possible. Il faut faire un travail énormément complexe. Vous pouvez le faire, d'accord. Il faut avoir lu Baillargeon de la première à la dernière page, etc., etc. Je veux dire, sans ça, développement, vous êtes baisé direct parce que c'est un terme qui est positif, d'accord. Et donc, tu as raison de citer George Orwell, parce que George Orwell, le boulot du héros dans le livre, c'est d'enlever les mots négatifs du vocabulaire, de façon à plus laisser que des mots positifs. Ben, on est dedans actuellement. Et donc, je vous propose qu'on joue avec ça pendant un atelier de désintoxication. Ça va? Ouais.
dernière précision, mais là vous avez tous vu le DVD, donc vous connaissez tout ça. Oui, non? Non. Oui. Sauf Normand. Donc je le fais pour Normand, c'est qu'un truc que j'ai compris, c'est que, enfin c'est les linguistes qui m'ont expliqué ça, c'est qu'on pense avec les mots. Et c'est pas le contraire, c'est pas je pense et puis ensuite je fabrique des mots, ça marche pas comme ça. C'est il y a des mots à ma disposition et avec ces mots, je peux penser une situation. Et donc quand on me change les mots, je pense différemment à la situation. Et donc l'exemple que je donne dans le spectacle où je déconne, c'est que quand on parlait des pauvres dans les années 60, quand on était éducateur spécialisé ou des genres de trucs, dans le travail social, on disait les exploiter. Ça ne nous posait pas de problème, je dis ça aux plus jeunes dans la salle, on désignait les gens entre nous comme ça, on disait les exploiter. Alors exploiter, c'est un mot très chiant pour le pouvoir, parce qu'il renvoie la situation de la personne non pas à un état, mais à un processus, qui est l'exploitation. Et donc dès que vous appelez, dès que vous nommez quelqu'un un exploité, vous cherchez qui est l'exploiteur, pour lui péter la gueule. Et donc le pouvoir donc, nous a fait comprendre, enfin, hein, donc ça, je raconte, ça c'était mon métier pendant des années de faire ça, que ça serait mieux dorénavant, hein, si vous voulez la subvention, de les appeler des défavorisés. Et alors donc c'est rigolo parce que c'est le même mec, dans la même situation, hein, mais dans un cas il a été exploité par quelqu'un, dans l'autre il n'a pas eu de bol. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Là, on va pas aller faire chier le MEDEF parce que ce con n'a pas de peau, d'accord? Bon. Donc, exploiter, d'accord? Il y a un responsable, il y a un exploiteur défavorisé, et bien allez le chercher le responsable. Il n'y a pas de défavoriseur en langue française, d'accord? Défavorisé, c'est un état, ça n'est pas un processus. D'accord? Vous ne pouvez pas penser le processus de la défavorisation. C'est impossible. Ou alors c'est trop complexe. Et donc, l'une des hypothèses, effectivement, qu'on fait, qu'on travaille avec, enfin toi de ton côté, avec tout ton travail, nous au pavé, sur le langage, c'est de dire qu'en fait, ces problèmes de langage sont assez graves et assez dangereux et qu'il serait temps de les prendre au sérieux, quoi. Parce que tant que nous acceptons, parce que c'est nous qui acceptons, quand je dis nous, j'imagine qu'ici il y a des animateurs, des travailleurs sociaux, enfin bref, tant que nous acceptons pour avoir la subvention, évidemment, donc pour pouvoir travailler, donc pour pouvoir exister, nous acceptons de mettre défavorisé dans un dossier, je suis désolé, on fait fonctionner ce système. Enfin, je veux dire. Alors, tu avais raison tout à l'heure de dire qu'il faut être à plusieurs, c'est que si nous refusons tout seuls de le faire, bonjour monsieur le maire, je voudrais m'occuper des exploités de la commune. Vous me donnez combien? 0. 0 parce que tous les mecs d'à côté, eux, ils veulent bien s'occuper des défavorisés, donc c'est cool. Donc ces effets de résistance au langage, vraisemblablement, ne fonctionneront que collectivement. On a des exemples comme ça à Pôle emploi, par exemple, juste avant, quand c'était encore la NPE, quand les directions de la NPE ont exigé qu'on arrête de parler des usagers, mais qu'on parle des clients. Il y a un certain nombre de travailleurs à la NPE qui ont refusé, qui ont dit non, je refuse d'utiliser le terme client. Ceux qui l'ont fait tout seuls ont été virés immédiatement. Il y a eu une vague de licenciements, tous ceux qui ont refusé de parler de clients en disant bon, j'accepte dehors. Et il y a quelques NPE où ils ont refusé collectivement en disant rien, jamais. Bon, ça a fonctionné, ça a tenu bon. Donc voilà. Alors, normalement tu m'interromps quand tu veux. Hein. J'écoute avec délice. D'accord. Il est là le mec qui t'interrompait. Il va arriver. Il en faut toujours un. Hein. Alors, donc on va speeder, on va voir les catégories en revue vite fait. La première catégorie la plus évidente de la langue de bois, c'est les euphémismes. D'accord? C'est une façon de nommer une réalité sociale d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus acceptable, une façon de faire disparaître des hiérarchies, de masquer des conflits sociaux, des réalités sociales. Alors, on peut faire là un tour de féminisme, allons-y, est-ce que vous pouvez nous balancer les ressources humaines? Formidable. Donc à partir du moment où effectivement, où un chef du personnel, les choses sont assez claires, d'accord, c'est le chef du personnel, devient un directeur des ressources humaines, il y a là quelque chose qui disparaît. Qu'est-ce qu'on perd? Dans notre représentation de ce bonhomme, on perd de la hiérarchie. C'est-à-dire la notion de hiérarchie devient beaucoup plus floue. Et tu as raison de citer ça, parce que dans l'entreprise, tu sais qu'on parle beaucoup de collaborateurs maintenant, quand c'est des subordonnés, on appelle ça des collaborateurs, d'accord? Donc on fait disparaître des effets de hiérarchie. Et donc ça devient difficile de penser des effets de hiérarchie.
Un plan social. Alors c'est mieux que ça. Ah oui, je suis d'accord. Bon, plan social, mais tu sais comment on appelle un licenciement collectif? Un plan de sauvegarde de l'emploi. Bravo. Alors là, on n'est pas dans l'euphémisme, on est dans une autre catégorie qui est où ça dit carrément le contraire. Je sais pas comment on appelle ça, une antiphrase. Enfin, il y a un nom pour ça. Quoi? Un mensonge. C'est presque un oxymoron. On ne dit plus un mensonge, on dit une contre-vérité. C'est presque un oxymoron parce que plan de... Comment tu as dit? Plan de sauvegarde de l'emploi. Plan de sauvegarde de l'emploi pour un licenciement collectif, c'est comme dire de l'eau sèche. Donc c'est un oxymoron. Sauf que le principe du plan de sauvegarde de l'emploi, c'est on pourrait les licencier tous, mais on va en licencier que quelques-uns pour sauver ceux qui restent. On avait compris, mais... Pour la bonne gouvernance. Mais vous comprenez... Alors, question, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça change quelque chose par rapport au syndicalisme, par exemple, de proposer un plan de sauvegarde de l'emploi à un syndicat ou de proposer un licenciement collectif? Ça les met d'entrée de jeu dans un état d'esprit plus constructif vis-à-vis du patron. Ça donne l'impression peut-être aussi aux syndicats qui vont pouvoir faire quelque chose pour ceux qui vont rester. Donc ça leur donne un certain pouvoir. Et il y a moins de risques que les gens soutiennent le syndicat s'ils vont contre ce genre de choses aussi. Les syndicats qui ne marchent pas dans la conduite, ce sont des salauds. Et pourtant, ça n'est qu'une désignation, on est d'accord, ça n'est qu'une expression. C'est là où on pense que ces expressions ont un pouvoir réel. C'est-à-dire que le fait d'appeler ça comme ça modifierait, enfin c'est l'hypothèse, modifierait nos façons de réagir aux problèmes, d'accord, etc., etc. C'est ça qui craint. Un autre exemple, alors là c'est pas un euphémisme, on a appelé ça on a cherché des noms, on a appelé ça les technicisateurs, parce que vous allez voir qu'un certain nombre de mots de la langue de bois sont transformés en une désignation technique. Le balayeur, quand il devient un technicien de surface, d'accord, il y a une désignation technique de sa tâche, okay, alors qu'avant, un balayeur, dans l'imaginaire social, c'est plutôt le mec qui est tout en bas de l'échelle de la société. Enfin, quand on dit un balayeur, ma mère me disait, si tu travailles pas à l'école, tu seras balayeur. Elle me disait pas, tu seras technicien de surface. Là, j'aurais dit, ouais, c'est classe ça, attends. D'ailleurs, c'est plus des techniciens de surface, ça vient de changer récemment, c'est terminé, ce sont des opérateurs de propreté. Et là encore, il faudrait que je vous dise pourquoi. Technicien de surface, ça indique le comment. Opérateur de propreté, ça indique un résultat. Donc, vous pouvez virer le mec si c'est pas propre, alors que vous pouvez pas le virer tant qu'il essaie de frotter. Vous comprenez le truc? Et donc un des exemples de la façon dont on se langage peut-être, hein, enfin, est-ce que vous vous rappelez, en 83, quand les socialistes ont gelé les salaires? Je ne sais pas si je dis ça, c'est ceux qui n'ont pas connu cette époque. Moi, je fais partie d'une génération où mon salaire augmentait tous les mois, puisqu'il était indexé sur le coût de la vie ou je ne sais plus quoi. Et donc voilà, c'est dans les salaires qui augmentaient. D'accord, aujourd'hui, ça fait maintenant que vous avez des gens qui pendant 10 ans sont au même salaire, hein, ce qui est complètement aberrant quand j'étais en âge quand je bossais. Et donc les socialistes ont mis fin à ça. En 83, ils cassent l'indexation des salaires, donc ils cassent l'augmentation systématique des salaires. Or, ils viennent d'être élus. C'est-à-dire, si les socialistes avaient dit gel des salaires, d'accord, ils avaient toute la France dans la rue, d'accord. Non, oh, gel des salaires. Ils n'ont pas appelé ça comme ça. Comment ils ont appelé ça? Non. C'est Jacques Delors qui a pendu le truc. Dans son think tank, tu as prononcé le mot, il faudra qu'on dise 2 mots sur les think tanks tout à l'heure. Il a appelé ça la désinflation compétitive. D'accord? Et donc, le ministre de l'époque nous a annoncé que la France lançait une grande politique de désinflation compétitive. Eh bien, nous ne sommes pas descendus dans la rue. Non, la désinflation compétitive. Comment on se bat contre un concept comme ça? On se sent con comme un balai, d'accord? Excuse-moi, mais la désinflation compétitive, tu vois... Alors que le blocage des salaires, là, je comprends direct, quoi. Ouais. Le problème, c'est peut-être de reprendre ces termes et de les accepter aussi. Exactement. De reprendre ces termes, tu veux dire? Que dans les médias, ils les reprennent systématiquement tels qu'ils sont fournis, plutôt que de les appeler un chat, quoi. Carrément. Carrément, alors les médias ont... Nous, en discussion, enfin, tout le temps, on les réutilise après. Si les syndicats faisaient leur boulot, ils auraient des anti-think tanks.
Et donc, ils déconstruiraient le truc, quoi. Oui, mais les syndicats, on les appelle des partenaires sociaux. Ah oui, le dialogue social, c'est quand même mieux que la lutte des classes. Bon, enfin, bref, c'est pas pour historiciser le débat, mais c'est pour ça que les anarchistes des années 20 avaient critiqué les syndicats, mais bon, je ferme le rôle. Tu l'as dit. Mais ce serait leur rôle, ce serait quand même leur boulot. Oui, sauf que, pourquoi on a... Alors, moi, je vous pose la question, j'ai pas la réponse. Pourquoi on n'arrive pas à se battre contre ça? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est des mots qui font plus modernes, donc on a peur d'avoir l'air con? Pourquoi? Comment? Enfin, pourquoi on ne s'arc-boute pas sur des... Pourquoi on ne se bat pas pour garder des mots? Enfin, c'est quoi le problème? Je me pose la question. C'est ça, c'est ringard, prolétaire, enfin tout le vocabulaire marxiste. Ouais. Les moyens en temps, personne et argent mis pour transmettre ces mots-là sont bien plus importants que les moyens en temps, personne et argent pour les contrer, quoi, pour aller à la rencontre de ça. Oui, mais en même temps, il suffirait de garder nos mots, enfin, tu vois. Alors, bref. Ça permet aussi de faire que les gens se sentent cons. Alors, hypothèse, c'est pour que les gens se sentent cons. Ça fait se sentir con. Il y a un certain nombre de ces mots-là, oui, qui ont cet effet-là, c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, si on les utilise dans le milieu, j'étais à l'usine il y a pas longtemps, et je disais, j'étais à l'usine il y a pas longtemps, et réutiliser des mots rien que mouvement ouvrier ou ce genre de choses, ça passe très très mal. Enfin, voilà, c'est l'impression que j'ai eue. En tant que même déjà des fois avec des militants, c'est pas forcément évident. C'est clair. Ouais, allez-y. Je peux vous passer un micro-baladeur, puis moi prendre un micro à fil, ou alors il faut que vous parliez fort. Et en lisant, je me rends compte que les mots, ils ont complètement perdu leur profondeur, en fait. Parce que lui, quand il écrit le mot peuple, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une profondeur derrière et c'est plein de choses, quoi. Et pareil, quand il écrit le mot socialisme, ça a vraiment du sens. Tu parles de Jaurès? Non, c'est les Freinet. Pardon? C'est les Freinet. Ah, c'est les Freinet, le pédagogue. Le mot peuple, profondeur, et ça peut être... Alors, un des exercices sur lequel on pourra s'amuser tout à l'heure, pendant 15 minutes, c'est on appelle un chat un chat. C'est-à-dire, vous écrivez une lettre en appelant un chat un chat. Alors, vous, par exemple, vous voulez dire, monsieur le maire, je suis d'accord pour faire du lien social sur le territoire, vous dites, je veux bien de l'argent pour calmer les Arabes, par exemple, tu vois. Et donc, voir ce que ça donne, tu vois. Appeler un chat, quoi. C'est des exercices qu'on fait, c'est terrifiant, c'est épouvantable la violence que ça remet. C'est-à-dire qu'effectivement, le mec, enfin l'association qui enverrait une lettre à son maire dans laquelle il appellerait un chat, il casse le jeu tout de suite, mais c'est d'une violence énorme. Enfin, vous vous rendez, enfin si vous savez, mais on est rendu à un degré de polissage dans le langage qui est absolument dément. Enfin, je veux dire, il y a plein de mots qu'on n'utilise plus. Enfin, alors, il y a des trucs qu'on ne voit pas. On dit plus jamais un travailleur. Jamais vous entendrez le mot travailleur à la télé, dans les discours. Jamais. Vous entendez les salariés. Mais putain, un salarié, c'est le contraire d'un travailleur, bordel. Je veux dire, un travailleur, c'est une désignation active. C'est le mec qui fabrique la richesse, d'accord? Un salarié, c'est une feignasse qui touche un salaire. C'est une désignation passive. Oui, en plus, c'est un mec qui coûte à l'entreprise, c'est-à-dire qu'on lui fait un cadeau en lui donnant un salaire, d'accord? Donc, mais vous comprenez la différence, les charges sociales, vous comprenez la différence entre dire les travailleurs, mais nous militants, est-ce qu'on continue à dire les travailleurs ou est-ce qu'on dit les salariés? Mais putain, on dit tous les salariés, je suis d'accord? Donc je veux dire, ces transformations-là, elles sont... Ouais. Ah pardon, je croyais que tu veux là. Non, je pensais juste à un truc. Je crois que dans l'écologie politique, peut-être que les gens ont été un petit peu moins naïfs parce que développement durable, c'est à juste titre tout à l'heure, ça n'a pas marché des aides. C'est tout de suite devenu greenwashing, tout le monde, il n'y a pas de développement durable, c'est un oxymore, etc. Donc ton hypothèse, c'est que dans l'écologie politique, les gens sont plus sensibles au langage et aux manipulations du langage. J'espère. Moi, je suis parano. J'ai plutôt compris ce que disait madame, comme ça, à force d'en entendre, justement, on finit par les reconnaître et puis ça s'en laisse peut-être moins compter qu'avant aussi. Ouais, je dirais que dans le champ de l'écologie, on vient de comprendre maintenant depuis quelques années qu'il y a le capitalisme vert, d'accord, etc. Et donc maintenant, ça y est, on voit le truc. Mais c'est vrai qu'avec
enfin toute la source environnementale que récupère actuellement le capitalisme, ça va, voilà, on voit venir le truc de partout, enfin Total, entreprise verte, enfin bref. Alors, bon, donc ça c'est les euphémismes. Alors j'insiste pas, on va pas passer les euphémismes pour rien. Alors, on dit plus un aveugle, on dit un non-voyant, on dit plus un nain, on dit une personne de petite taille, donc on dit plus un socialiste, on dit une personne de petit score. Donc voilà. En tout cas, rapport égalité professionnelle, on parle de rapport. Situation comparable. Attendez. On ne dit plus. Un bilan égalité professionnelle. Un bilan égalité, un rapport égalité professionnelle. De rapport de situation comparable. Nos entreprises. Alors vous savez que depuis un mois, il n'y a plus d'échec scolaire en France. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non, le mot. Eh ben non, il n'est plus en échec scolaire. Le mot est interdit maintenant dans l'éducation nationale. Il n'y a plus d'échec scolaire, il n'y a plus que de la réussite différée. Vous allez dire, ils nous prennent pour des bacs à douche. Pas du tout, c'est pas con du tout. Je veux dire, il n'y a plus d'échecs, il n'y a plus que de la réussite. C'est magique ce truc. C'est magique. Il y a de la réussite, simplement, il y en a qui vont plus vite que d'autres. Mais on est tous en réussite. Il n'y a plus d'échecs, quoi. C'est juste pour les collègues de la classe d'après. Exactement. C'est bien, ça m'arrange. Et donc, mais je trouve ça grave, quoi. Enfin, je trouve ça grave. Moi, ça me. Voilà. Et donc, alors, c'est l'idée. Alors, bon, donc, deuxième, on laisse les euphémismes. Les oxymores. Donc l'oxymore, pour ceux qui ne savent pas, c'est une figure de style de la langue française qui consiste à opposer deux termes qui vont a priori pas ensemble pour faire un effet de poésie. Donc, ressources humaines, c'est peut-être oui, discrimination positive. Donc en poésie, c'est un soleil noir, un silence assourdissant. Guerre propre, oui, je suis d'accord avec toi, guerre pacifique. Tri sélectif, ça serait un pléonasme, non? On arrive au pléonasme. Je trouve ça tellement con, il est tri sélectif. C'est du tri pour trier, si vous voulez, en gros. On peut revenir à l'échec scolaire. Finalement, c'est pas mauvais le mot échec scolaire, parce que c'est bien, c'est pas l'échec de l'élève, c'est l'échec de l'institution. Oui, bien sûr. C'est l'institution qui est en échec. Oui. Donc c'est scolaire. Alors les oxymores, donc là, il nous a balancé la croissance négative, Sarkozy. Bon, vous avez tous vu ça. Et donc, il a piqué une colère après l'INSEE. La rupture tranquille. La rupture tranquille. Programme socialiste. Arrêtez de faire les points avec les oxymores. Un Strauss-Kahn de gauche, ouais. Et donc la CGT à l'INSEE a tenu bon, et dans le rapport annuel de l'INSEE sur la croissance, ils ont maintenu le terme de récession dans le rapport. Et donc Sarkozy a piqué une colère, il a juré qu'il aurait la peau de l'INSEE, d'accord, et qu'il privatiserait l'INSEE. Et donc c'est pour vous dire à quel point ils sont attentifs à ça. Croissance négative, c'est génial. Parce que l'inconscient ne retient que le terme positif dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, de la croissance négative, c'est toujours de la croissance. C'est ça qui est génial. C'est pas de la récession. Il y a de la croissance positive, de la croissance négative. Mais ça reste de la croissance. Ce que je me pose comme question, ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est dans quelle mesure ces changements de mots qu'on met, jusqu'où va l'impact et l'influence de ces choses-là sur notre vie réelle. Je pense à quand on était jeune avec ma soeur, je sais pas pourquoi, mon père a toujours dit qu'en gros j'étais plutôt scientifique et ma soeur plutôt sportive. Et c'est vrai qu'on a été toujours avec ça. Et est-ce que s'il avait dit le contraire, est-ce que ma soeur, est-ce que je serais devenu prof de sport à sa place? Jusqu'où ça va, ce fait de changer de nom? Parce que si effectivement l'échec scolaire, ça fait échouer les élèves plus, et ça les fait réussir plus si on parle de réussite différée, ben là ça peut peut-être être pertinent d'utiliser ce mot-là, si c'est une efficacité. Qu'est-ce qu'on sait de l'impact du choix du mot concrètement sur la préparation? Je pense qu'il y a un premier impact qu'on peut tous voir, c'est d'abord la confusion. Tout simplement, la confusion que ça met dans nos têtes. Oui, alors, si je peux rebondir sur la confusion, c'est ce à quoi je pensais depuis tout à l'heure. Je pense beaucoup à Goytisol, au écrivain Juan Goytisol, Juan Goytisol est un écrivain qui a fui l'État espagnol sous Franco
Et il a eu des réflexions très intéressantes sur comment, à la fin de la dictature franquiste, qui n'a rien à voir avec le début et le milieu, hein, la fin de la dictature franquiste, années 70 et la fin des années 60, comment la dictature franquiste s'exerçait. Et en fait, elle s'exerçait dans les têtes des gens par l'autocensure. Et il disait que les écrivains qui voulaient publier avaient intégré parfaitement qu'il fallait s'autocensurer et que parfois même on arrivait à des choses amusantes, ils s'autocensuraient plus que les censeurs officiels. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils se censuraient alors que le texte, sans être censuré, eût pu passer certaines commissions, notamment en Catalogne, où la censure était un peu différente. Donc l'autocensure. Et cette autocensure, je pense qu'elle était due à la confusion qu'on avait mis dans les têtes, dans l'éducation nationale, dans l'État espagnol, depuis les années 40, juste après la victoire de Franco. Et cette confusion dans les têtes, je pense que c'est exactement la même confusion que l'on veut aujourd'hui par l'euphémisme, parce que toute dictature change les mots ou bannit des mots. Hein, c'est pas seulement dans 1984, il y a la no-langue d'Orwell, mais toute dictature a toujours fait ça de droite ou de gauche. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que dans le procédé, et je finis, dans le processus, on est exactement dans une dictature comme sous Franco ou d'autres dictatures. Ceux qui ont vécu la dictature peuvent le sentir, s'ils savent comparer, ils peuvent le voir. Mais c'est dans le processus. Ce n'est pas dans le but affiché. Évidemment, dans le but affiché, vous ne voyez pas des défilés militaires, quoique, moi j'en vois, enfin j'ai pas de télé, mais si j'avais une télé, j'enverrais le 14 juillet, si je restais pas dans mon lit douillet, j'enverrais sur les Champs-Élysées, par exemple. Tout défilé militaire, pour moi, est le même, qu'il soit sous Franco ou sous Sarkozy, c'est la même chose, c'est un défilé militaire. Pour un anarchiste, c'est exactement la même chose. Bon, mais à part ça, on ne nous dit pas qu'on va vers une dictature. Mais le processus, le procédé profond par le langage est exactement le même que sous Franco ou sous Hitler, où il y avait carrément Goebbels qui avait les bouquins, ça je l'ai appris aujourd'hui par Normand Vaillant. Je ne savais pas que Goebbels avait dans sa bibliothèque les bouquins de ce publiciste. Je ne savais pas. Donc tu vois, c'est par les mots. Donc nous sommes en dictature. Le modus operandi est un modus de dictature. Deux choses par rapport à ce qu'il vient de dire. Un exemple d'un oxymore qui est l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est ce qui permet à des enseignants de fabriquer de l'inégalité du matin au soir, parce que ça s'appelle l'égalité. C'est-à-dire qu'on utilise le mot égalité pour désigner l'inégalité. Donc une des vertus de ce langage, c'est aussi de nous rendre acceptable de faire le sale boulot. Enfin, je ne sais pas s'il faudrait prendre plus de temps, je ne sais pas s'il y en a ici qui voient le piège avec l'égalité des chances. Enfin, je veux dire, vous comprenez la merde ou pas? Soit c'est l'égalité, soit c'est les chances, putain. Je veux dire, l'égalité des chances, ça veut dire que pour le lièvre comme pour la tortue, la ligne de départ est la même. D'accord. En fait, c'est l'égalité des droits. Mais en tout cas, c'est pas l'égalité à l'arrivée, l'égalité des chances. Si tu veux l'égalité des chances. L'égalité des droits, ça remet les choses d'aplomb. D'accord, mais ça fait l'objet d'une loi, c'est-à-dire que c'est là où ces effets de langage sont terribles. J'en donne un dernier oxymore qui fait l'objet d'une loi, c'est la loi sur la flexi-sécurité. Mais c'est une putain de loi, d'accord? Et donc la flexi-sécurité, c'est un oxymore. Vous voyez ce que c'est, la flexi-sécurité? Ça vient du Conseil de l'Europe, c'est l'idée que c'est parce que les travailleurs français sont trop protégés pour passer une politique de merde. Donc j'arrête avec les oxymores. On continue les figures de style ou je les termine ou on passe à autre chose? Ça va, vous tenez le coup? Ça va? Des catégories? Non, il y en a pas mal. Alors le progrès, moi on a appelé ça les faux amis. Alors les faux amis, vous voyez ce que c'est? C'est un truc, c'est une saloperie, mais ça présente bien. Par exemple, réforme. Une réforme, étymologiquement parlant, ça pourrait doubler le nombre de profs, ça serait une réforme, vous voyez, d'accord? Ou augmenter, multiplier par 2 le budget de l'éducation nationale, ça serait... Or, vous savez tous, quand vous entendez le mot réforme, vous savez tous qu'on va perdre quelque chose, et donc une réforme veut dire une régression, d'accord? Une réforme veut dire une stagnation. Réforme est un faux ami typique. Développement est un faux ami. Transparence, transversalité, traçabilité, tous ces trucs-là sont des faux amis. Ouais. Tu mets où les termes comme casseur, par exemple? Alors, casseur, c'est les faux ennemis. Terroriste, c'est un faux ennemi. Oui, prise d'otage. Encore ça, c'est les hyperboles. Bon. Non, parce qu'ils savent utiliser des termes négatifs. C'est qui c'est qui a dit ça à l'instant. Ils savent utiliser la récession. Ils savent utiliser des termes négatifs quand il faut taper sur l'ennemi, d'accord? Ça les gêne pas du tout de parler de terroriste quand t'as un mec qui jette un trombone ou sur un TGV ou qui critique le capitalisme, ok? Et donc ça, autre catégorie de la langue de bois, je les passe à toute vitesse, les anglicismes. Alors là, je sais pas, Normand est parti.
Alors, ça affecte particulièrement le monde de l'entreprise, peut-être ici, vous connaissez ça, mais quand c'est dit en anglais, c'est mieux. Donc, Les jeunes de 14 ans, ils devraient comprendre. D'accord. Donc, un contremaître ou un coach, c'est la même chose, sauf que c'est mieux d'avoir un coach. D'accord? Un contremaître, c'est nul, un coach, c'est super. Et donc, on a une invasion d'anglicisme. En ce moment, vous avez Laurence Parisot qui a dit que les entreprises françaises devaient faire du benchmarking. Okay. Ah, tu sais même pas ce que ça veut dire. Tu fais, ah ouais, putain, ça a l'air classe, quoi. Le benchmarking, c'est de l'espionnage industriel, d'accord. Et puis, on a... je peux la raconter. On a, dans une grande entreprise de téléphonie française, les jeunes cadres tout sortis d'école de management qui invitent plus à des réunions, ils invitent à du rencontring. C'est pour vous dire, si vous voulez, le problème c'est que pour qu'un jeune doté d'un cerveau avec 2 hémisphères qui sort d'une école de management, ça ne lui pose pas de problème d'utiliser une connerie pareille. Ça indique aussi la soumission à un ordre, ça indique où est la voie elle est anglo-saxonne, d'accord, le capitalisme il est voilà, du rencontring, quoi. Alors du coup le syndicat en question a pendu un tract en réponse en disant il y a une porte qui est pétée au rez-de-chaussée, ça fait 1 an qu'on l'a acheté, il suffirait de la ramener de la cave puis de faire du monting. Donc voilà, donc ils n'ont pas apprécié, en dessous de leur gueule. Les open space, vous avez entendu tous parler de ça. On a un truc nouveau qui arrive là, on nous a raconté ça dans une boîte où ils travaillent en open space, je ne sais pas si vous connaissez ça, ils font du hot desking. Il y en a qui connaissent? Non, ça vous dit rien? Du hot desking. Vous connaissez pas? Et ben en fait, dans un open space, le hot desking, c'est vous avez 6 travailleurs mais 5 bureaux. Voilà, le jeu des chaises musicales en français. Et donc effectivement, les gens, quand arrivent, alors donc ils arrivent à 6h du matin, puis à 5h30, puis à 5h, enfin bref, tu vois le genre. Et puis surtout, quand t'es le con qui n'a pas de bureau, tu dois négocier toute la journée, passer pour un crétin, etc. Donc ça met tout le monde en concurrence, ça c'est du hot desking. Tu vois ça. Tu fais du hot fucking. Autre catégorie, les sigles. Alors en France, on est particulièrement friand de ça. Donc je sais pas, vous en connaissez des sigles? C'est quoi? Ah oui, haute qualité environnementale. Joli. HQE, le CUX, il y en a qui travaillent dans la politique de la ville. Hein. Le CUX, avant d'engager des TUC, puis après des SIVP, quand on y avait un TUC, un CUX, etc. Alors quelle est la vertu du sigle? Ça sert à quoi un sigle? Je crois que c'est le nouveau jargon pour que seuls les professionnels. Ouais. Si tu consultes un magasin pour les intermittents du spectacle, c'est plein de sigles, et si tu n'es pas dans le monde des intermittents du Tu spectacle, comprends rien. rien. Donc c'est un jargon d'initié. À EDF, ils nous racontent que quand des cadres se croisent dans les couloirs, ils comprennent pas ce qu'ils... Tu vois, le mec dit ouais, le prochain ODD, on fera un CJ pour le MP, tu vois. Alors les mecs sont là, tu fermes ta gueule, tu t'écrases parce que tu vois pas ce que ça veut dire. Solidarité active du RSA, c'est pas mal aussi. La solidarité active du RSA, ouais. Alors le sigle a aussi une vertu de chosifier les réalités humaines. C'est-à-dire finalement on dit un RMiste au bout d'un moment, et on dit un SDF. Mais en fait, alors, est-ce qu'un clochard c'est la même chose qu'un sans domicile fixe? Si tu veux, un clochard, ça renvoie à une réalité très compliquée. C'est pas seulement un problème de domicile qu'il a. Il y a des problèmes amoureux, sexuels, relationnels, d'alcool, je sais pas quoi. Et là, d'en faire un sans domicile fixe, on fait comme s'il suffisait de lui donner un domicile pour que sa solution soit réglée, quoi. Et donc c'est vrai, on fait disparaître une violence sociale. On ne peut plus penser la situation du clochard autrement que sous la forme d'un problème technique à résoudre. Et en fait, il suffit de le résoudre. Enfin bon, un sans domicile fixe. Et cette façon de nommer techniquement des problèmes politiques, ça vient des États-Unis. J'y peux rien. Ça vient de ce qu'on appelle la gestion accès-résultat. Pareil, est-ce qu'il y en a ici qui connaissent la gestion accès-résultat? Parce que ça arrive en France dans les administrations maintenant. La gestion accès-résultat, ça vous dit rien? La gestion accès-résultat. C'est une grande révolution dans l'action publique en ce moment qui arrive en France, donc je vous le dis, mais il y a des bouquins là-dessus, hein, lisez Trop de gestion plus le social ou des trucs comme ça, il explique ça très bien. C'est que au lieu de la gestion accès-résultat, c'est au lieu de dire on va
je sais pas quoi, on va faire, par exemple, vous êtes animateur jeunesse, politique jeunesse, et on va aider les jeunes à s'autonomiser. Ouais. Alors ça, non, ça c'est pipeau, ça veut rien dire, c'est du baratin. Arrêtez ça. Vous avez fixé un résultat. Vous allez dire, je veux que dans 10 ans, 200 jeunes de la commune soient partis tout seuls en vacances. Et ensuite, vous allez remonter les objectifs intermédiaires avec des évaluateurs intermédiaires jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on appelle la gestion accès résultats, c'est-à-dire arrêter le pipeau, arrêter le blabla, fixer des résultats concrets. Hein, vous avez toujours dans une discussion un monsieur concret. Et alors, ce qui est absolument génial avec cette façon d'envisager les choses, c'est que ça dépolitise totalement un problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus penser politiquement le problème. Je donne 2 exemples. Dès qu'il est arrivé, Sarkozy a créé un ministère de lutte active contre la pauvreté. Alors là, on s'est dit, putain, il est cool ce mec, il est de gauche et tout. Alors ça, c'est un sublime piège à con. Les États-Unis, en 2000, ont réussi un truc incroyable. C'est passé totalement inaperçu. Ils ont réussi à faire changer l'article 1 de l'ONU. L'article 1 de l'ONU, en 1945, l'ONU est fondée, tenez-vous bien, sur un objectif de réduction des inégalités dans le monde. C'est ça qui fonde l'ONU depuis 50 ans, la réduction des inégalités. Là maintenant c'est fini. L'article 1 maintenant c'est la réduction de la pauvreté dans le monde. Est-ce que vous voyez l'arnaque? C'est que il n'y a pas de contradiction entre, vous pouvez augmenter les inégalités tout en réduisant la pauvreté. C'est-à-dire que vous pouvez réduire la pauvreté si dans le même temps vous avez des riches qui deviennent de plus en plus riches, on s'en fout, d'accord? Arrêtez de faire chier les riches, ce qui compte c'est qu'il y ait moins de pauvres. Le capitalisme réduit la pauvreté, c'est absolument évident. Par contre, il augmente les inégalités. Et donc, oui. Je voulais juste partager, je suis en train de lire un bouquin d'un sociologue qui s'appelle Denis Merkel, qui a écrit Quartier populaire, quartier politique, et il parle de la transformation des politiques publiques sur la question du travail et des travailleurs à la question de la pauvreté, sous l'influence du FMI et de la Banque mondiale. Alors la pauvreté, c'est un problème technique. C'est défini comme le nombre d'habitants qui gagnent moins de 1,30 € ou $1 machin par jour dans le monde. Donc ça, réduire ça, c'est un objectif technique. L'inégalité, évidemment, c'est un problème politique, ça n'a rien à voir. Oui. Oui, je voudrais intéressant parler des lettres de motivation. Parce qu'en fait, ce langage-là complètement pourri, les gens sont amenés à l'utiliser dans les institutions, les entreprises, et c'est contre un salaire. Mais par contre, les chômeurs sont obligés d'utiliser dans les lettres de motivation, mais en parlant d'eux-mêmes, de leur propre vie. Et en fait, toutes ces lettres de motivation consistent à masquer leur vécu de la précarité pour en faire un espèce de roman où ils n'ont pas du tout été virés de leur dernier boulot, c'est une expérience enrichissante, tout ça. Voilà. C'est pour ça que je vous propose là tout de suite après, je finis le tour et on fait des lettres de non-motivation. Ça fait partie des exercices. Mais bon, vous avez tous lu Julien Prévieux, ça vous dit quelque chose, le mec qui a fait des lettres de non-motivation. Vous avez pas lu ça? Mais si. Il y a 2 livres à lire, c'est Julien Prévieux, les lettres de non-motivation. Donc il prend des vraies annonces, vous êtes jeune, vous êtes dynamique, vous voulez vous réaliser dans un grand groupe à vocation internationale, et il répond. Il fait une candidature, monsieur, je ne suis absolument pas jeune, je n'ai pas du tout l'intention de me réaliser, et je vous prie de cesser de m'importuner avec vos trucs. Et donc il publie les réponses de ces entreprises. Ouais. Quoi? Je voulais juste dire que pour moi, les lettres de motivation, en fait, c'est des lettres de soumission au système. Et je voulais dire aussi qu'on le monte en théâtre. D'accord. Ah ouais. Super, vous montez ça en théâtre, génial. Et vous avez aussi la nana Corinne Mayer qui s'est fait virer d'EDF après avoir écrit Bonjour Paresse, où elle raconte comment on glande, comment on s'arrange pour branler. Et donc elle s'est fait virer à cause de ce livre, et donc 2 mois après, elle voit passer l'annonce de recrutement pour son propre poste. Donc elle a demandé à tous ses amis de faire une lettre de candidature. Donc les mecs se sont lâchés. Monsieur, tout petit déjà, j'étais fasciné par l'électricité. Et donc ça enfreint complètement le protocole de la lettre de motivation. Enfin c'est génial, faut dire ça. Et on fera ça. Le bouquin, je sais plus, mais c'est Corinne Mayer. Et donc voilà. Et donc vous savez pas que l'aide internationale maintenant, elle a été refondue en objectifs. Hein, on appelle ça les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Et par exemple, vous avez un des objectifs qui concerne l'égalité homme-femme, hein, l'OMD 3. L'égalité homme-femme dans le monde, et bien en réalité cet objectif maintenant c'est dans 20 ans, enfin en 2020, toutes les filles dans le monde devront être scolarisées en primaire. D'accord ? Donc vous arrêtez de blablater sur l'égalité homme-femme, on va prendre un objectif concret, d'accord, en 2020, d'accord, et ça c'est pas du baratin, ça c'est du steak, ok ?
toutes les filles seront scolarisées en primaire en 2020. Les féministes ont gueulé en disant vous vous foutez de notre gueule. Parce que vous êtes en train de nous faire croire que la scolarisation des filles en primaire dans le monde en 2020 règle la question de l'égalité homme-femme. En Arabie Saoudite, où toutes les filles sont scolarisées massivement dans le supérieur, ça ne change absolument rien à la question de l'égalité homme-femme. La question de l'égalité homme-femme, c'est une question politique qui se traite différemment, qui se traite politiquement. Et donc peut-être que la scolarisation des filles en primaire est un truc qui peut concourir à long terme à tout ce que vous voulez, mais de là à nous faire passer la résolution d'un problème politique par un problème technique, et donc un grand nombre, on n'a pas le temps, un grand nombre de ces mots de la langue de bois, si vous écoutez, si vous regardez bien comment ils sont formulés, sont des mots qui dépolitisent un problème en le transformant en un énoncé technique. Ça s'entend dans le vocabulaire français politique du matin au soir sur ce truc-là. Les États-Unis ont une capacité pour dépolitiser, c'est-à-dire ne pas vouloir voir les tenants et les aboutissants d'un problème. Et de voir que, à la rigueur, se donner un but comme celui de scolariser les filles, je ne pense pas que ce soit mauvais. Mais ça n'empêche pas d'avoir un point de vue politique. Je voulais te poser une question concrète sur tu m'as appris cette histoire dans la charte de l'ONU, le point numéro 1. Je ne savais pas ça. Tu m'as dit que c'était passé en 2000. Est-ce qu'on pourrait savoir par quel discours on a réussi à convaincre tous les autres pays, puisque l'ONU c'est pratiquement tous les pays. Expliquez-moi par quel discours l'administration française est en train d'adopter la gestion accès-résultat, qui est un système qui vient de la rationalisation des choix budgétaires américains. Je veux dire, comment ça se fait qu'on importe en France une technique américaine? Expliquez-moi par où ça passe. Moi j'ai une hypothèse, je pense que Fabius est un espion de la CIA. Je pense que... Je dis Fabius parce que c'est lui qui fait rentrer les fonds de pension américains dont les Américains ne savent plus comment se débarrasser dans les entreprises françaises alors qu'on ne lui demande même pas. Donc, je me dis, il y a des mecs ici qui doivent... Si le KGB avait réussi à placer Ernu comme ministre des Armées, la CIA doit placer des ministres chez nous. Je suis pas con. Je veux dire, donc... Dominique Strauss-Kahn, président du FMI, si ce mec n'a pas une fiche de paye de la CIA, il faut m'expliquer. Je sais encore ce que c'est que le FMI. Enfin, je veux dire... Wikileaks, il y a pas câble de télégramme de Wikileaks qui montre comment Sarkozy, le premier organisme auquel il a dit qu'il se présentait aux élections présidentielles, c'est la CIA et le Pentagone. C'est Wikileaks, J'y peux rien. Enfin là, on est en train de dériver, là. On change de sujet. Non, mais je veux dire, le père de Sarkozy, un riche anticommuniste en Hongrie dans les années 50, était évidemment, je veux dire, tous ces mecs-là étaient aidés par la CIA à fond. Je veux dire, faut arrêter. Je veux dire, parce qu'à peine il est élu, il va où? Il va dans une grande villa américaine fêter ses... C'est bizarre, c'est pas le sujet. Donc les sigles, alors le sigle chosifie, c'est-à-dire à la fin, le sigle, on ne sait plus ce que ça veut dire. Par exemple, je vous mets au défi ici, encore que vous êtes tous des ultra-gauches anti-ferroviaires, donc vous allez le savoir, mais je vous mets au défi de me dire ce que veut dire CAC dans CAC 40, qu'on entend tous les jours. D'accord? Donc ça veut dire que c'est un truc qu'on entend, qu'on fait même plus. Oui, d'accord, mais ça veut dire quoi? C'est pour vous dire que le sigle finit par perdre le sens, enfin on s'en fout finalement de ce que ça veut dire. Ou même acédique. Probablement personne ici n'est capable de décomposer le sigle acédique. C'est deux exemples. Alors Edwige, très intéressant, elle s'est fait taper sur les doigts MAM par la cellule de communication de l'Élysée quand elle a pondu Edwige. Ils lui ont dit comment est-ce que vous avez été assez conne pour sortir un mot qui est facile à retenir. Donc résultat, des manifs dans la rue contre Edwige. Donc ils lui ont immédiatement demandé de changer et effectivement, elle l'a rendu imprononçable. C'est-à-dire maintenant, c'est Edwige, je sais plus quoi. C'est comme les trucs de la SNCF, c'est quand tu achètes ton billet, c'est... Et donc sur les sigles, pareil, ils font vachement gaffe à ça, quoi. Vous savez, si vous faites des dossiers européens avec des jeunes défavorisés, vous appelez ça des jamots. Il faut faire un camp de vacances avec des jamots. Jeunes. Ouais, jeunes ayant moins d'opportunités. Donc s'il a un pauvre, c'est un mec qui a moins d'opportunités. Ce qui n'est pas faux. C'est pas faux. Un riche, un mec avec plein d'opportunités, si tu veux. Mais donc, au lieu de dire un pauvre, on dit un jamon, on dit un jump. Maintenant, c'est jeune avec moins de possibilités, un jump. Donc ça ne veut plus rien dire. Enfin, je veux dire, voilà, un RMiste, on ne sait plus ce que c'est. Enfin, bon, c'est... Bon, ouais, donc les sigles, les anglicismes. Si ça nous fait rigoler, c'est démystifié, quoi. Ici.
Si on arrive à en rigoler. Non, mais on en rigole pas seulement ici, j'espère, Dieu merci. Hein. On en rigole souvent à la maison, c'est que quelque part on n'est pas dupes. Il n'y a pas de nous. Je veux bien une discussion là-dessus. On est dupes parce qu'on les a pas tous repérés. Oui, il y en a plein qu'on n'a pas repérés. Il y a ceux qu'on a repérés, ça c'est bien, on rigole. Puis il y en a au moins toute la partie cachée de l'iceberg qu'on n'a pas repérée. Et puis il n'y a pas que nous. Ah oui. Il y a aussi en dehors de nous, hein. En dehors de nous, je parle pas de nous. Toi, tu dis en fait on n'est pas dupe. Toi, tu dis on décode. C'est-à-dire quand on a ces mots comme croissance négative. La preuve, je ne sais pas ce que c'est, CAC 40. Mais je me rends compte que dans les conversations, là, on en rigole avec des gens, je ne connais pas plus que ça, la boulangerie, on en rigole des cibles, donc il y a quelque part quand même un esprit un petit peu rebelle, un petit peu fondeur, enfin, je peux expliquer, quoi. Il ne reste à moi que ça Bien sûr que le mot RNI, pour la plupart des gens, est plutôt considéré comme des profiteurs. Plutôt que des gens qui ont bénéficiaires. Les bénéficiaires, mais d'ailleurs, mais une des stratégies, c'est l'humour. Là où je te rejoins, c'est qu'une des façons de se défendre, c'est l'humour. Par exemple, la CGT à EDF, ils nous ont remis des grilles qu'ils utilisent. En anglais, on dit un bullshit bingo. C'est quand ils vont en réunion avec des cadres, les agents, la CGT leur file des grilles avec tout un tas de mots à la con, d'accord? Et donc chaque fois que le mot est prononcé, le mec il coche. Et quand il a une grille, il fait bingo comme ça. Et là, tout le monde se fend la gueule et le jeune manager en question comprend pas ce qui se passe, etc. Enfin, donc voilà, une stratégie de résistance par l'humour qui est un peu pathétique, mais en même temps, pourquoi pas, si tu veux, effectivement, c'est... Par exemple, un des exercices qu'on s'amuse à faire, c'est d'écrire une lettre en hyper langue de bois. Vous imaginez, vous faites une demande de subvention, mais vous forcez le trait. Mais très rapidement, ça devient d'une obscénité, enfin, je veux dire, on voit, enfin, c'est une des façons de jouer au con, c'est d'y aller, quoi. Dire, ok, vous voulez qu'on y aille, on y va. Sur le territoire de la proximité, on va créer une vraie synergie. Enfin, là, vous en mettez tellement que ça devient baveux, quoi. Enfin, là, le truc devient grotesque, un petit peu quand même, mais pas trop. Enfin, bon. Les faux amis, j'en ai parlé. Réforme les faux ennemis, charge sociale. Alors là, comme ici, c'est un haut lieu de la friauterie. Les charges sociales, c'est les cotisations patronales, c'est ce qui paye les services publics. Donc évidemment, présenté comme charge sociale, c'est une désignation, alors là pour le coup négatif, d'un truc extrêmement positif. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on se batte pour l'augmentation des charges sociales. D'accord ? C'est le salaire différé. Vous avez un faux ennemi qui est en train de monter, c'est les impôts. Je veux dire, comment est-ce qu'un parti qui se dit de gauche, comme le Parti socialiste, peut être pour des baisses d'impôts ? Ça n'a absolument pas de sens. Je veux dire, la gauche est forcément pour l'augmentation des impôts, puisque quand on nous augmente, nous, de 10, on augmente un riche de 50 000. Et quand on nous baisse de 10, on le baisse de 50 000. Donc, moi, je suis pour qu'on... ils peuvent m'augmenter mes impôts, mais quand ils veulent. Mais je veux dire, voilà, enfin, une des raisons de ne pas voter Strauss-Kahn, c'est qu'il a annoncé qu'il était pour qu'il baisserait les impôts, quoi. Enfin, je veux dire... Enfin, c'est une des raisons. Il y a aussi les modes où vous avez remplacé solidarité par compassion. C'est pas la même chose. Ça c'est grave, c'est une régression vers le 19e siècle et les femmes de... C'est ça, on va vers la charité. On va vers la charité. Oui, la décroissance devient la frugalité. Joli. Ah oui, ça c'est vrai. Non, c'est pas la frugalité, c'est la sobriété. La sobriété. Oui, c'est pas. Ouais. J'ai rien contre, mais on voit bien l'usage qu'on peut faire de ça. La sobriété évangélique d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous voulez... Voilà. Normalement, là, je vous proposerais 5 ou 6 exercices. Vous vous mettriez par 2-3, et ensuite, on mettrait ça en commun. Le risque étant, dans un environnement comme celui-là, qu'on perde les 3/4 de la salle. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça, ou est-ce que vous voulez qu'on passe directement à la question des résistances, et qu'on discute entre nous des possibilités de résister sur des effets de langage ? On laisse tomber les exercices d'écriture. J'avais une question sur tout ce que tu viens de
de dire, c'est simplement s'il y a eu des études. Est-ce qu'il y a eu des études sociologiques, psychologiques, sur l'effet que peuvent avoir ce genre, peut-être qu'il est encore relativement tôt, mais pas aux États-Unis par exemple, l'effet que peuvent avoir sur, par exemple, des jeunes étudiants, le fait d'avoir, c'est difficile à faire parce que tout ça est un peu relativement vague et en même temps c'est très concret. Il y a une statistique du résultat. D'avoir Sarkozy, 53% aux élections. Non mais c'est vrai. Enfin, donc le fait de placer un groupe sous pression de mots qui sont non, des, moi idéologiques. Je sais pas. On a mis une bibliographie sur notre site de livres qui s'intéressent aux questions de langage. Bon, ben, vous avez vu LQR, vous avez vu le fameux de Klemperer sur la langue du Troisième Reich. Il y a 100 mots pour résister au sortilège du management, par exemple, c'est un ancien manager qui déconstruit sa propre science en disant, alors je vais vous expliquer, excellence, le piège, la connerie, un pôle d'excellence. Dès que vous avez un pôle, de toute façon, c'est du licenciement derrière. Hein, on va garder que l'excellence, on va virer ceux qui ne sont pas excellents, ok. Et donc il décompose tout ça. Donc il existe des mots, par exemple, vous avez le bouquin, mais à ma connaissance, j'ai pas encore vu, si, ça commence, le bouquin d'Alain Beer sur la novlangue néolibérale, qui vient de sortir, le bouquin de Jean-Pierre Le Goff à l'école, par exemple, c'est un livre qui attaque très très violemment la pédagogie par objectif. Alors lui, mais il est centré sur la question de l'école, en expliquant c'est quoi le piège à con de la pédagogie par objectif. Un truc à dire, c'est que ces mots font appel à notre générosité. Je veux dire qu'un prof qui se met à faire de la pédagogie par objectif, c'est pas parce que c'est un salaud, c'est parce qu'il pense à ce moment-là que c'est vachement bien, que c'est vachement mieux, que on est d'accord. C'est-à-dire que alors peut-être qu'il n'a pas le choix. C'est de plus en plus conditionné. Ouais. Pour s'orienter. Mais d'où la question des résistances. Par exemple, comment ça se fait que les profs n'ont pas résisté à ce fameux projet d'école qu'ils doivent faire tous les ans, enfin, le projet d'établissement. Toutes les écoles doivent faire un projet d'établissement. C'est débile ce truc. Normalement, ils auraient dû dire, écoutez, on en a un seul projet, c'est d'éduquer les mômes, merci. Et donc, ils ont accepté de rentrer depuis maintenant 5, 6, 10 ans dans ce truc-là, et donc tous les ans, ils inventent un nouveau projet d'établissement. Et le résultat, on le voit maintenant. C'est qu'on sait maintenant que les écoles vont être notées les unes par rapport aux autres, et notamment en fonction de la qualité de leur projet d'établissement, etc. Et donc on voit comment tous ces trucs-là amènent la privatisation. Je pense que ce qui a peut-être annihilé une partie de la résistance, c'est qu'il y a déjà 15 ans, on leur vendait la pluridisciplinarité. Et que de la pluridisciplinarité au projet d'établissement, c'était obligé, hein, absolument, fallait passer par là. Alors on sait très bien que ça ne veut absolument rien dire, si c'est qu'il y avait des profs qui a fait une demi-heure de plus le soir avant de rentrer chez eux pour réviser leur copie. Mais je pense que c'est un peu ça, ça n'a pas été amené, comme tu viens de dire, un projet d'établissement. Il y a eu des étapes progressives, je ne vais pas les donner. Je pense que si quelqu'un dans la salle peut confirmer ou infirmer. Alors, ça pose la question de, j'ai oublié ça, d'où viennent ces mots? Alors, ça fait un peu théorie du complot, hein, mais je suis désolé. Mais vous connaissez la célèbre phrase par rapport à la théorie du complot. Voilà les grands mots lâchés. Aïe 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 aïe. Si on fait les idées. Il y a deux erreurs à commettre par rapport au complot. La première, c'est d'en voir partout. La deuxième, c'est d'en voir nulle part. C'est pas parce qu'on est paranoïaque qu'on est pas capté. Et donc, en réalité, quand on demande d'où viennent ces mots, les gens savent pas trop répondre. En général, ils disent les médias. En fait, non, ça vient pas des médias, mais les médias répercutent ces mots. Ça vient des think tanks. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde, on appelle ça des think tanks. Nous, on s'est pas fait chier, on a été sur Wikipédia, on a tapé think tank. Il y en a une liste géniale, on les a mis sur notre site. Donc, vous avez un livre de Case Dixon qui s'appelle Les évangélistes du marché dans la collection Raison d'agir. C'est les petits bouquins de Bourdieu. Il est génial. Il explique où sont fabriqués ces mots, comment ils sont fabriqués. Donc vous avez Case Dixon, les évangélistes du marché. Donc vous avez des endroits dans le monde, comment appeler ça, des instituts. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de la fondation de Montpellerin à Lausanne. Si. Ou de l'Institut Adam Smith. Ou... Donc, ces gens-là sont des gens qui sont payés par la grande industrie, par des pouvoirs politiques parfois, pour travailler des effets de langage et pour envoyer via les médias aux politiques des effets de langage pour travailler l'opinion publique. Donc, il y en a une liste précise. C'est pas secret, vous pouvez aller voir comment ils travaillent. Le think tank européen, le think tank français le plus connu, c'est l'OCDE.